Connue comme étant la ville de l'amour, Paris est peut-être avant tout celle des écrivains. En effet, nulle autre ville au monde n'a abrité autant d'illustres auteurs, qu'ils soient français ou étrangers. C'est en racontant l'histoire de ceux-ci que nous traverserons Paris, ou plutôt, leur Paris. De la plus grande bibliothèque à ciel ouvert du monde sur les quais de Seine, au fameux Panthéon, où quelques-uns d'entre eux reposent. Quel meilleur représentant de l'importance des lettres dans la vie de la nation et de sa capitale que cet édifice. La naissance de la littérature française précède celle de l'Académie française. Mais puisqu'il faut une page pour qu'il y ait une marge, c'est parmi les immortels que nous débuterons notre visite littéraire de la ville. L'Académie française, fondée en 1634, officialisée un an plus tard par Richelieu, est une institution française dont le but est de défendre, de perfectionner, de normaliser la langue française. Une des premières missions de l'Académie est d'arbitrer la querelle entre Scudéry et Corneille à propos du Cid. Corneille est accusé de plagiat et de ne pas avoir respecté strictement les règles du théâtre classique. L'Académie statue sur la querelle en récusant l'accusation de plagiat, mais donne raison à Scudéry concernant les règles du théâtre classique. Quelques semaines plus tard, Richelieu ordonne la fin des hostilités envers le Cid et envers Corneille. C'est donc la toute jeune Académie qui vole au secours de Pierre Corneille. Plus normand que parisien, il atterrit à Paris, plus précisément rue de Cléry, à l'âge de 56 ans. Celui qui écrira « Paris semble à mes yeux un pays de romans » n'a pas manqué d'évoquer Paris dans ses pièces de théâtre. Corneille ne peint pas Paris dans ses tragédies, mais dans ses comédies du début, il met en scène ses contemporains dans le Paris de son époque. Dorante, le héros de la comédie Le Menteur, est ravi de se retrouver dans les endroits à la mode. Que ce soit le Jardin des Tuileries, le pays du beau monde et des galanteries, l'île Saint-Louis, une île enchantée, ou le Palais Royal, alors appelé Palais Cardinal. Et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du Palais Cardinal. Corneille conclut sa déclaration d'amour à la ville et ses habitants en prêtant ces mots à Géronte, père du jeune homme. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses, toute une ville entière avec pompe bâtie, semble d'un vieux fossé par miracle sorti, et nous fait présumer à ces superbes toits que tous ses habitants sont des dieux ou des rois. C'est à 2 pas du Palais Royal qu'il aimait tant, sous les arcades de la Comédie Française, que l'on retrouve le buste de Pierre Corneille, et juste à côté du sien, celui d'un autre illustre auteur de théâtre, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière. Nous sommes en 1643. Molière réunit alors des acteurs sous le nom d'Illustre Théâtre. Il a juste 20 ans et vient de quitter sa famille. Il rejoint en effet les Béjart et se lance. Pour ce faire, la troupe jette son dévolu dans la salle du jeu de paume des métayers en bas de la rue Mazarine. Cette salle était à l'angle avec la rue de Seine, à proximité de la tour de Nesle, dans les fossés de l'enceinte de Philippe Auguste. Cependant, la troupe dut vite déménager. En effet,
En raison soit de manque d'espace, soit de dettes, elle chercha un quartier plus animé en décembre 1644. Pour cette raison, elle rejoignit le jeu de paume de la Croix-Noire, rue des Barres, dans le quartier du Port-Saint-Paul. Pour ce déménagement, la troupe emporte avec elle les bois et les loges. 18 jours suffisent pour réaménager la nouvelle salle. En raison de ses dettes, Molière fut un temps emprisonné au Châtelet. Pour se sortir d'affaires, il dut obtenir l'aide d'un certain Léonard Aubry. En effet, malgré la proximité avec les beaux hôtels, le jeu de paume de la Croix-Noire ne fut pas une meilleure affaire que celui des métayers pour Molière. Aussi, la troupe dut quitter les lieux quelque temps après la sortie de prison de Jean-Baptiste Poquelin. Elle alla un temps au jeu de paume de la Croix-Blanche dans le faubourg Saint-Germain, rue de Bussy. Elle quitta enfin complètement Paris en 1646 pour aller jouer dans les villes de province. Les demeures parisiennes de Molière et tous les théâtres où il a joué ont aujourd'hui disparu. Il faut donc se défier des apparences. Par exemple, l'inscription qu'on trouve rue du Pont-Neuf avec son buste, indiquant que c'est là le lieu de sa naissance, est une erreur. Il est bien né en janvier 1622, à 2 pas de là, à l'intersection de la rue Saint-Honoré et de la rue Sauval. Et une autre inscription l'indique d'ailleurs. Et vous voyez, 2 inscriptions différentes dans 2 lieux différents. Laquelle est la bonne? Il faut le savoir. De même, son tombeau du Père-Lachaise est vide. Ses restes avaient été transférés au départ dans le cimetière de Saint-Joseph, sa paroisse. Il est mort rue de Richelieu. Et à la fin du XVIIIe siècle, ses restes ont sans doute été transférés dans les catacombes. Il faut se rendre à l'angle de la rue Molière et de la rue Richelieu pour y admirer la fontaine Molière. Conçue par l'architecte Visconti et édifiée en 1844, elle représente l'auteur assis au sommet d'un socle de pierre qu'encadrent 2 figures féminines, la comédie légère et la comédie sérieuse. Qui mieux que Victor Hugo nous offre ce grand écart à la fois temporel et stylistique? Nous voilà transportés au XIXe siècle, celui des romantiques, dont l'auteur fut l'une des figures de proue. Si la plupart de ses domiciles parisiens ont disparu, la petite mansarde du 30 rue du Dragon qu'il a vu écrire ses premiers poèmes demeure. De même que son appartement de la place des Vosges, qu'il occupa de 1832 à 1848.
La demeure du poète, place des Vosges, aurait été habitée par Marion Delorme au XVIIe siècle. Lui qui a écrit justement une pièce qui s'intitule Marion Delorme. C'est dans ce beau lieu que Victor Hugo a écrit une grande partie de son œuvre, une grande partie de son théâtre, le début des Misérables. Et c'est là aussi qu'il va recevoir, souvent en grande pompe, les plus grands écrivains de son temps, comme par exemple Théophile Gautier, Théodore de Banville ou Alexandre Dumas. Parmi les romans de Victor Hugo, deux sont particulièrement liés à la ville, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Victor Hugo, poète, mais aussi grand romancier. Deux de ses plus grands romans prennent pour cadre la ville de Paris, Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Dans ces deux romans, Victor Hugo hisse Paris au statut de personnage. Le combat le plus explicite mené par l'auteur à l'occasion du roman est un plaidoyer pour la préservation du patrimoine architectural mis en péril à l'époque du roman par des destructions pures et simples ou par des restaurations qui défigurent l'architecture d'origine des monuments. Et son roman a certainement œuvré pour la restauration de ce monument. Ce sera chose faite dans la seconde moitié du XIXe siècle avec Viollet-le-Duc. Pour ce faire, Victor Hugo ne se considère pas comme tenu de respecter la vérité historique à tout prix. Il n'hésite pas à modifier le détail des faits et à resserrer l'intrigue pour mieux faire ressortir le caractère des personnages historiques. Et comme il le dira lui-même, « J'aime mieux croire au roman qu'à l'histoire, car je préfère la vérité morale à la vérité historique. » Et dans Les Misérables, Victor Hugo précisera « Il n'a pas besoin de dire qu'il aime Paris. Paris est la ville natale de son esprit. » En 1848, il sera nommé maire du 8e arrondissement de Paris, puis député de la Deuxième République. Lors du coup d'État du 2 décembre 1851, fomenté par le futur Napoléon III, Victor Hugo entre en résistance. Menacé de mort, il quitte Paris, il rejoint Bruxelles. Ensuite, ce sera Jersey, puis Guernesey, où il fera construire sa maison, Haute-Villaos. À son retour, les Parisiens lui font un accueil triomphal. En 1878, le romancier emménage aux 50 de l'avenue d'Eylau, qui fut rebaptisée de son vivant, s'il vous plaît, avenue Victor Hugo. Il y mourut le 22 mai 1885. En dépit de son testament dans lequel Victor Hugo avait demandé d'être conduit dans le corbillard des pauvres, le poète va recevoir des funérailles nationales. Son corps va être déposé sous l'Arc de Triomphe. Les Parisiens vont lui rendre un dernier hommage et ensuite vont l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure sous le Panthéon. On pouvait dénombrer près de 2 millions de Parisiens ce jour-là. C'est dans cet édifice, à la gloire des grands hommes de la nation, qu'il fut rejoint en 2002, à l'occasion du bicentenaire de sa naissance, par les cendres de son compagnon d'exil, le romancier Alexandre Dumas. Tout comme Victor Hugo, Alexandre Dumas, une autre grande figure du romantisme français, a marqué son siècle et sa ville. Les œuvres de Dumas ne sont pas qu'historiques, mais aussi géographiques. L'auteur met Paris à l'honneur. Ainsi, dans Les Trois Mousquetaires, les personnages arpentent le quartier de Saint-Sulpice. Les aventures de Joseph Balsamo nous emmènent rue Saint-Claude et le Collier de la Reine, rue Vieille du Temple. Après un voyage en Russie et un engagement à Naples auprès de Garibaldi, il reviendra finir sa vie boulevard Malesherbes auprès de son fils à qui l'on doit La Dame aux Camélias. On racontera d'ailleurs que son fils se découvrait et disait, en passant tous les soirs pour entrer chez lui devant le buste de son père que réalisa Gustave Doré, place du Général 4 Roues, « Bonsoir, papa ». Là où la ville avait pris pour habitude de rendre hommage à ses écrivains avec des noms de rues,
c'est aussi les noms de personnages de l'œuvre du dramaturge qui se voient honorés, que ce soit avec la rue Monte Cristo ou la rue d'Artagnan. En 1844, Balzac écrit à Madame Anska « 4 hommes auront eu une vie immense. Napoléon, Cuvier, O'Connell, et je veux être le 4e. Le premier a vécu de la vie de l'Europe, il s'est inoculé des armes, le second a épousé le globe, le 3e s'est incarné un peuple. Moi, j'aurais porté une société tout entière dans ma tête. » Par cet ensemble de romans et nouvelles, Balzac se veut un témoin de son siècle, dont il dresse un état des lieux pour les générations futures. Il s'attache à des réalités de la vie quotidienne qui étaient ignorées par les auteurs classiques. Grâce à la précision et à la richesse de ses observations, la comédie humaine a aujourd'hui valeur de témoignage socio-historique et permet de suivre la montée de la bourgeoisie française de 1815 à 1848. La rue Vieille du Temple, comme la rue des Archives, est une des rues les plus fréquentées des personnages de la comédie humaine. Pourquoi? Eh bien parce que Balzac, lorsqu'il va venir à Paris, va habiter ce quartier du Marais, entre 1813 et 1824. Son père avait également un pied-à-terre parisien situé rue Portefoin, à 2 pas du pied-à-terre parisien de Laure de Berny. Et Laure de Berny va être le premier grand amour de Balzac. C'est sa chère Diletta. C'est elle qui va le conseiller, qui va véritablement faire de lui le grand écrivain. Sans Laure de Berny, il n'y aurait pas eu sans doute le grand Balzac. Laure de Berny, fille d'amie de ses parents et belle-fille du chevalier de Jarjaille, qui tenta de faire évader Marie-Antoinette emprisonnée à la conciergerie. Ce qui nous amène au quartier latin. C'est dans ce quartier qu'Honoré s'émancipera définitivement de la tutelle familiale. Il y rencontrera ses premiers amours et ses premières faillites. Retrouver les domiciles parisiens de Balzac relève de l'exploit tant il a brouillé les pistes. Couvert de dettes, dépensant sans compter, il sema longtemps ses créanciers en louant 2 logements à la fois ou en prenant une fausse identité. Ainsi, c'est sous le nom de son beau-frère qu'il s'installe au 1 rue Cassini. Lorsque Balzac s'installe rue Cassini, tout près de l'Observatoire de Paris, on raconte qu'il va mettre sur son bureau une petite statuette de Napoléon. Et régulièrement, il l'apostrophe. Ce que Napoléon a accompli par l'épée, je l'accomplirai par la plume. Accumulant meubles précieux et tapis coûteux, il accroît son endettement et fuit ses créanciers en se terrant au numéro 13 de la rue des Batailles sous un nom d'emprunt. Voie effacée depuis par le percement de l'avenue d'Iéna. Ceci le rattrape, et le voici maintenant au numéro 54 de l'avenue des Champs-Élysées, logé dans la maison de son amie, la comtesse Guibaudonie Visconti. Son génie lui permet à la fois de jouer au chat et à la souris avec des créanciers et parfois la justice, et de se consacrer à l'élaboration de son œuvre. Alors Balzac, pour réaliser sa production gigantesque avec la comédie humaine, va s'astreindre à un travail hors du commun, exceptionnel. Il va s'astreindre à presque 20 heures de travail quotidien. Balzac est capable pendant une semaine, 10 jours, pressé aussi par ses créanciers, donc eh bien, de terminer son œuvre. Il l'évoquera dans ses lettres à Madame Anska. Pour soutenir ce rythme infernal, quasi inhumain, Balzac va avoir besoin du café. Mais il va consommer le café froid qu'il concasse. Si on le prend à jeun, ce café enflamme les parois de l'estomac, le tord, le malmène. Dès lors, tout s'agite.
Les idées s'ébranlent comme les bataillons de la Grande Armée sur le terrain d'une bataille. Et la bataille a lieu. Les souvenirs arrivent au pas de charge, enseignes déployées. La cavalerie légère des comparaisons se développe par un magnifique galop. L'artillerie de la logique accourt avec son train et ses gargousses. Les traits d'esprit arrivent en tirailleurs, les figures se dressent, le papier se couvre d'encre. Balzac, qui avait une santé de fer au départ, va mourir à l'âge de 51 ans. Oui, Balzac s'est tué au travail. Pour Stefan Zweig, la production littéraire de Balzac est absolument sans équivalence. On peut évoquer 16 à 18 pages manuscrites par jour. Chiffre incroyable. J'ai repris la vie de forçat littéraire. Je me lève à minuit et me couche à 6 heures du soir. À peine ces 18 heures de travail peuvent-elles suffire à mes occupations. Ou encore, quand je n'écris pas mes manuscrits, je pense à mes plans. Et quand je ne pense pas à mes plans et ne fais pas de manuscrits, j'ai des épreuves à corriger. Voici ma vie. Puis Balzac s'installe rue Renoir, appartement dans lequel il écrira quelques-uns de ses plus grands romans. C'est à Passy, dans son appartement, que Balzac va construire toute l'architecture de la comédie humaine. Lorsqu'il signe son contrat avec Furnes, eh bien, il va unifier toute son œuvre. On peut citer quelques romans qu'il écrit à Passy, Une ténébreuse affaire, Splendeur et misère des courtisanes, Ursule Mirouette. Ces deux derniers grands romans aussi, La cousine bête et Le cousin Pons, sont écrits dans leur majorité à Passy. Sa dernière adresse sera celle du 14 rue Fortuné, renommée depuis rue Balzac. Balzac, à la fin de sa vie, aura une idée fixe, se marier avec Madame Anska. L'amour a été une de ses grandes sources d'inspiration. Et il veut que Madame Anska l'épouse. Pour cela, il achète une dépendance de la Folie Beaujon, située tout près des Champs-Élysées, dans un nouveau quartier à l'époque. Il l'achète en partie avec l'argent de la comtesse. Il décore sa maison de nombreux tableaux qu'il achète chez différents brocanteurs. Et cette collection, on va la retrouver dans son dernier grand roman. Elle fait partie de la collection du cousin Pons. Ce travail d'aménagement de sa nouvelle demeure, ce palais qu'il veut pour sa chère Madame Anska, va l'accaparer beaucoup, au détriment de son travail d'écrivain. Mais il faut dire qu'à cette époque, Balzac n'a plus la force d'écrire. Il s'est véritablement tué à la tâche. C'est dans cette maison qu'il entre en agonie le dimanche 18 août dans la matinée et meurt à 23h30. Victor Hugo, qui fut son ultime visiteur, a rendu un témoignage émouvant et précis sur ses derniers moments. André Mauroy dira « Ils étaient les deux plus grands hommes du temps et ils le savaient l'un et l'autre. » Lors des funérailles de Balzac, le 21 août au Père-Lachaise, Victor Hugo est présent. Mais il n'y a pas que lui. Il y a également les ouvriers typographes, ceux qui s'arrachaient les cheveux lorsque leur revenaient les manuscrits de Balzac. Lorsque Balzac corrige un manuscrit, au lieu d'un mot, c'est un immense paragraphe qui revient en retour. C'est devant notamment Alexandre Dumas que Victor Hugo prononça ce jour-là l'oraison funèbre, un des plus beaux textes qui évoque le génie de Balzac. Tous ces livres ne forment qu'un livre. Livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir, avec je ne sais quoi d'effaré et de terrible mêlé au réel, toute notre civilisation contemporaine. Livre merveilleux que le poète a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire. À son insu, qu'il le veuille ou non, qu'il y consente ou non, l'auteur de cette œuvre immense et étrange est de la forte race des écrivains révolutionnaires. C'est en compagnie d'Émile Zola, maître du naturalisme, que nous allons clore ce chapitre sur l'âge d'or de la littérature française. Bien que n'ayant pas connu l'homme Balzac, Zola va être un fervent admirateur de son œuvre. On peut dire que sa grande épopée des Rougon-Macquart, 20 romans, s'inspire largement de la comédie humaine. Dans cette épopée, Zola raconte l'histoire d'une famille
au travers des différentes générations sous le Second Empire. Les Rougon-Macquart, dont 12 des 20 romans se déroulent à Paris, constituent également une chronique de la ville, soulignant les aspects d'une métamorphose radicale qui s'est concentrée sur une vingtaine d'années. Prenons par exemple La Curée, le deuxième volet des Rougon-Macquart. Zola va y décrire aussi toute la spéculation immobilière qui a existé autour des grands travaux d'Haussmann. Et cette spéculation qui va laisser un grand nombre de laissés pour compte. Zola va dénoncer cela dans son roman. Une entaille là, une entaille plus loin, des entailles partout. Paris haché à coups de sabre, les veines ouvertes. Zola va raconter aussi dans son épopée les débuts de la révolution industrielle, avec notamment l'avènement du chemin de fer. Dans La Bête humaine, Zola raconte l'épopée de la première ligne créée entre Paris et Le Havre. La Bête humaine, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la locomotive. Cette locomotive, donc, qui est transformée, en quelque sorte, en un animal vivant. Dans Au bonheur des dames, Zola va parler de l'avènement aussi des grands magasins, tout nouveau à cette époque. On pense notamment aux Trois Quartiers, et puis plus tard, ce sera les Galeries Lafayette, ou encore le Printemps. Évoquons maintenant Le ventre de Paris, un des grands romans de la série des Rougon-Macquart. Zola, dans le roman, va nous laisser quelques tableaux dignes des impressionnistes. Et il va aussi évoquer la nouvelle architecture que Baltard va utiliser. Ce sont les fameux pavillons Baltard. Le seul pavillon restant est visible à Nogent-sur-Marne aujourd'hui. Zola écrit toute une végétation, toute une floraison, monstrueux épanouissement de métal, dont les tiges qui montaient en fusée, les branches qui se tordaient et se nouaient, couvraient un monde avec les légèretés de feuillage d'une futaie séculaire. Mais encore plus que ses romans, c'est la vie de l'auteur qui marquera l'histoire de la ville. Bien que Zola soit né à Paris en 1840, très vite il va quitter la ville, car son père, qui est un ingénieur civil, va être chargé d'alimenter en eau potable la ville d'Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence, Zola va avoir notamment comme camarade Paul Cézanne, une amitié qui durera toute la vie. Présente dans beaucoup de ses écrits, toute sa vie ne sera pourtant qu'une suite de rendez-vous manqués avec la capitale. Au moment de la Commune, Zola va être choqué par la décision d'interdire un certain nombre de journaux. C'est une atteinte à la liberté d'expression. Et Zola va alors se ranger du côté des Versaillais. Il est partisan de l'ordre. Ayant peur d'être pris en otage par la Commune, il décide de quitter la capitale. Zola exilé, le gouvernement se chargera de réprimer la révolte pour lui. Le mur des fédérés est aujourd'hui là pour en témoigner. Il reviendra à Paris pour prendre la défense de l'officier Dreyfus, en rédigeant sa fameuse lettre « J'accuse » au président de la République. À la fin de l'année 1894 éclate l'affaire Dreyfus, une affaire qui va diviser la France en deux. Le capitaine de l'armée française Alfred Dreyfus, polytechnicien, juif d'origine alsacienne, accusé d'avoir livré aux Allemands des documents secrets, est condamné au bagne à perpétuité sur l'île du Diable. Zola va être choqué lorsqu'un jour, invité dans le salon d'Alphonse Daudet, il va entendre le fils Léon tenir des propos xénophobes et antisémites très violents. Zola, qui avait un père italien, se sent visé. Et à partir de ce moment-là, il va se ranger du côté des Dreyfusards. Georges Clemenceau, éditorialiste de l'Aurore, trouve pour l'article un titre ramassé et percutant « J'accuse ». Zola ayant nommé explicitement les protagonistes de l'affaire, il s'expose à des poursuites judiciaires. En effet, la réaction ne se fait pas attendre. Zola est accusé de diffamation. Suivant les conseils de son avocat, il s'exile alors à Londres pendant presque un an. De retour en France,
Émile Zola et son épouse Alexandrine sont intoxiqués dans la nuit par la combustion lente résiduelle d'un feu couvert produite par la cheminée de leur chambre. Le retentissement de la mort d'Émile Zola est immense. La presse se fait l'écho de l'émotion qui gagne la population entière. Lors des obsèques, Anatole France, qui avait insisté pour évoquer toutes les facettes de l'écrivain, y compris ses combats pour la justice, déclare « Il fut un moment de la conscience humaine ». Une délégation de mineurs de Denain accompagne le cortège, scandant « Germinal, Germinal ». Les cendres de Zola sont transférées au Panthéon le 4 juin 1908. À la fin de la cérémonie, un journaliste anti-Dreyfusard, Louis Grégory, ouvre le feu avec un revolver sur Alfred Dreyfus, qui n'est heureusement que légèrement blessé au bras. L'auteur avait donc raison. La vérité est en marche, rien ne l'arrêtera plus. Pas même l'action terroriste. C'est avec l'auteur d'À la recherche du temps perdu que nous entamons ce nouveau chapitre de l'histoire de Paris et son entrée dans le monde moderne. Marcel Proust est né et mort dans l'Ouest parisien. Entre-temps, il suivit ses parents au 8 rue Roy, au 9 boulevard Malesherbes et au 45 rue de Courcelles, où l'auteur entama ses traductions de Ruskin. Au début de l'automne 1905, sa mère meurt. Proust a alors 34 ans, il ne peut plus vivre rue de Courcelles, dans cet appartement où a vécu aussi sa mère. Quelque temps, on le retrouve dans un hôtel à Versailles, et puis il emménage, boulevard Haussmann, dans un immeuble qui appartient à son grand-oncle, Veil. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Comme le narrateur de La Recherche, Proust fit de sa chambre le théâtre d'une existence recluse, entièrement consacré au devoir d'écrire. Retiré au milieu de toutes ses affaires, protégé du dehors par un cocon d'habitude. 15 ans d'écriture qui vont faire de Marcel Proust un véritable mythe littéraire. De La Recherche, Proust dira qu'il a écrit, créé une sorte de cathédrale, non pas avec des pierres, mais avec des mots. Deux voies de la capitale portent son nom. Une avenue située au bas de Passy, qui rappelle aux promeneurs que l'auteur est né dans l'arrondissement, à l'abri des troubles de la commune, et une allée qui, dans le jardin des Champs-Élysées, relie la place de la Concorde à l'avenue de Marigny et nous conduit au cœur de son cycle romanesque. Le jardin des Champs-Élysées est au cœur de La Recherche. C'est en cet endroit que le jeune Proust a connu ses premiers émois amoureux avec une jeune fille issue de la noblesse russe. On retrouvera ce même jardin des Champs-Élysées lorsque le narrateur croisera le baron de Charlus à la fin de La Recherche. C'est de sa chambre, qu'il ne quitte que rarement la nuit tombée pour dîner au Ritz, que l'auteur a entrepris sa traversée de Paris. À partir des années 1910, Proust est de plus en plus focalisé sur son œuvre. Il reçoit de moins en moins. Il arrive même parfois à Cocteau, à Paul Morand, d'être refusé par Céleste, qui lui sert de Cerbère. Seul Reynaldo Hahn, son grand amour de jeunesse, peut venir à toute heure. Gêné par le bruit, il fera installer des panneaux de liège au mur. L'auteur ne reçoit que très peu et seulement une personne à la fois. Il se consacre entièrement à son œuvre dans son petit réduit.
Seul le mobilier de sa chambre a été sauvé et celle-ci a été reconstituée au musée Carnavalet. Proust dormait sur un modeste lit de fer dont il ne sortait quasiment plus. Forcé de quitter le boulevard Haussmann, Proust s'installe plusieurs mois au 3e étage du 8 bis de la rue Laurent-Pichat, dans un appartement qu'il loue à la comédienne Réjeanne. Proust va avoir une très bonne surprise à la fin de cette année 1919. Il est prix Goncourt avec le 2e tome de La Recherche, à l'ombre des jeunes filles en fleurs. De son vivant, Proust s'est donc senti reconnu. Ça a été comme pour lui un aboutissement. Lui qui s'enfermait, comme je vous l'ai dit, qui voyait très peu de monde. Là, enfin, il voit la lumière. Son œuvre est reconnue. Puis l'écrivain déménage pour le 44 rue Hamelin, lieu qu'il détestera et qualifiera d'ignoble taudis où tient tout juste mon grabat. Après le prix Goncourt, il ne reste plus que 2 ans et demi, presque 3 ans de vie à Proust. Proust, comme Balzac d'ailleurs, s'est tué à la tâche. Il meurt dans son appartement à 51 ans, le 18 novembre 1922. Une photographie prise par Man Ray le lendemain de la mort de l'écrivain, à la demande de Jean Cocteau, montre un Marcel Proust de profil, barbu, entouré de linge blanc sur son lit de mort, le 20 novembre. Les funérailles ont lieu le lendemain, en l'église Saint-Pierre de Chaillot, avec les honneurs militaires dus à un chevalier de la Légion d'honneur. L'assistance est nombreuse. Barès dit à Mauriac sur le parvis de l'église « Enfin, c'était notre jeune homme. » Inutile de chercher une statue, une plaque commémorative, un nom de rue, il n'y en a pas. Céline, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle, s'en le souffre. Et pour cause, ses pamphlets antisémites l'ont irrémédiablement discrédité. C'est donc dans son œuvre et dans sa vie qu'il faut se plonger pour retrouver la trace du Paris de l'auteur de Voyage au bout de la nuit et Mort à crédit, dans lequel il a transposé son enfance. Ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit, rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant à un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place Clichy. L'extrait qui vient d'être lu est le tout début du Voyage au bout de la nuit, et donc le début de l'œuvre de Louis-Ferdinand Céline. Enfin, pas tout à fait, car aujourd'hui, la thèse qu'il avait écrite en 1924, une thèse sur Semmelweis, est considérée comme le vrai début de son œuvre littéraire. Céline est considéré comme l'un des grands prosateurs du XXe siècle. Il a en quelque sorte révolutionné un petit peu le roman. Céline, dans un interview, disait que le siècle classique avait tué le français. Il voulait remettre au goût du jour le langage parlé, l'émotion, la petite musique, comme il le dira. On avait un logement au-dessus de tout, en étage, 3 pièces qui se reliaient par un tire-bouchon. En haut, notre dernière piaule, celle qui donnait sur le vitrage, à l'air c'est-à-dire. Elle fermait par des barreaux, à cause des voleurs et des chats. C'était ma chambre. Alors c'est dans le passage de Choiseul, qu'il va renommer passage des Bérézinas, que Céline va habiter entre 5 et 13 ans. Sa mère y avait une boutique de lingerie et de brocante. Au-dessus était le logement. Il restitue ses souvenirs en insistant sur les détails les plus triviaux. Les chiens urinaient partout. On avait beau reprendre du soufre, c'était quand même un genre d'égout, le passage des Bérézinas. La pisse, ça amène du monde. Pisser qui voulait sur nous, même les grandes personnes. Surtout dès qu'il pleuvait dans la rue. On entrait pour ça. On aurait eu tort de se plaindre. Souvent, ça devenait des clients, les passeurs, avec ou sans chien. Ou encore... Il faut avouer que le passage, c'est pas croyable comme croupissure. C'est fait pour qu'on crève, lentement, mais à coup sûr. Entre l'urine des petits kleps, la crotte, les glaviots, le gaz qui fuit. C'est plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail, en bas, le soleil arrive si moche qu'on l'éclipse avec une bougie.
Tout le monde s'est mis à suffoquer. Le passage devenait conscient de son ignoble asphyxie. Céline livrera ses souvenirs d'enfant des 2 expositions universelles qu'abrita la ville de Paris. Grand-mère, elle s'est bien méfiée de l'exposition qu'on annonçait. L'autre, celle de 82, elle avait servi à rien qu'à contrarier le petit commerce, qu'à faire dépenser aux idiots leur argent de travers. De tant de tapage, de remuements et d'esbroufs, il était rien subsisté, que 2 ou 3 terrains vagues et des plâtras si dégueulasses que 20 ans plus tard encore, personne voulait les enlever. La vapeur giclait, bondissait par tous les bords. Il y avait des marmites prodigieuses, hautes comme 3 maisons, des bielles éclatantes qui fonçaient sur nous à la charge du fond de l'enfer. Ça, c'était un gaspillage. Céline a vécu son enfance à la belle époque, avant la guerre de 14-18. Une époque de profond changement qui va laisser pour compte les petites gens qui ne vont pas arriver à s'adapter au progrès de la technique. D'où le titre de son 2e roman, Mort à crédit. C'est comme si vivre, c'est acheter sa mort à crédit. La libération de la France sonne l'heure du déshonneur pour l'auteur. Il fuit la France et gagne le Danemark, où il exécutera finalement une peine de prison pour sa collaboration avec l'ennemi nazi. Revenu en France, Céline a changé de statut. C'est le pestiféré. Pourtant, il va signer, avec l'un des grands éditeurs de l'époque, Gaston Gallimard, un contrat mirobolant, 5 millions de francs. Son aura littéraire est toujours là. Le tome 1 de Féerie pour une autre fois, n'ayant pas reçu le succès escompté, Céline veut accompagner la sortie du tome 2, Normance, d'un maximum de publicité et effacer le tort causé par toutes ces années d'exil en Allemagne et au Danemark. Les premières années de son retour en France sont difficiles pour Céline, malgré ce contrat qui lui permet de vivre, et largement. Pourtant, ses livres se vendent mal. Il faudra attendre la trilogie allemande et 57 pour que les ventes redémarrent. Louis-Ferdinand Destouches meurt le 1er juillet 1961 à Meudon, dans sa demeure. Le jour de ses funérailles, on dénombre peu de personnes. On peut y voir néanmoins Roger Nimier, Lucien Rebattet, Claude Gallimard. Sa femme aussi, Lucette, bien sûr, était là. Boris Vian est une figure mythique du Paris d'après-guerre. Son image de trompettiste de jazz, d'animateur des Nuits de Saint-Germain et de chanteur à la fois loufoque et engagé a contribué à populariser son œuvre littéraire, notamment auprès des ados qui, séduits par l'écume des jours, la découvraient dans les années 60. Né en région parisienne en 1920, Boris Vian est un écrivain, mais il a plusieurs cordes à son arc. Ce n'est pas qu'un écrivain. Il est également musicien, trompettiste de jazz, il est peintre, il est dialoguiste de films. Boris Vian est vraiment talentueux dans de nombreux domaines. Sous le pseudonyme de Vernon Sullivan, Boris Vian va publier plusieurs romans dans le style polar américain, notamment J'irai cracher sur vos tombes, qui va connaître un immense succès. Sorte de revanche pour lui, car ses livres, signés de son propre nom, ne s'étaient absolument pas vendus et ne se vendront pas de son vivant. À tel point qu'il pouvait dire que Sullivan faisait vivre Boris Vian. Le lieu qui demeure le plus chargé de souvenirs affectifs est le numéro 6 bis de la cité Véron, cette curieuse impasse greffée sur le boulevard de Clichy, dans laquelle il a habité pendant les 6 dernières années de sa courte vie. Il y a emménagé en 1953 avec sa seconde épouse, la danseuse Ursula Kubler, avec qui il vivait jusque-là dans une minuscule chambre de bonne. Cet appartement, situé au 3e étage, aujourd'hui intégralement conservé et entretenu par la famille et sa représentante Nicole Berthaud, qui veille sur la mémoire de l'écrivain.
Boris Vian a bientôt pour voisin un auteur qu'il connaît et admire, Jacques Prévert. Ils partagent une grande terrasse qui s'étend au-dessus du Moulin Rouge. Elle sert à des réunions du Collège de Pataphysique, association fondée en 1948 qui compte parmi ses membres Raymond Queneau, Michel Leiris et Eugène Ionesco. Elle a pris le nom de terrasse des trois satrapes. Le terme satrape s'appliquant à une distinction honorifique de cette institution atypique. En l'occurrence, les trois satrapes étaient Boris Vian, Jacques Prévert et son chien nommé Hergé. C'est sur cette terrasse qu'Ursula et Boris, Ursula Kubler, d'origine suisse, grande danseuse et actrice, vont célébrer leur mariage qui a lieu le 8 février 1954. Il reste à Vian 5 années à vivre. Paraissent au cours de cette période ses dernières œuvres qui, malheureusement pour lui, ne connaîtront aucun succès. On peut citer la deuxième version de l'Automne à Pékin ou En avant la Zizik. Si l'on veut connaître les autres lieux de Paris que Boris Vian a marqués de sa personnalité, il faut faire le tour des clubs de jazz et des cabarets de Saint-Germain-des-Prés et du quartier de la Sorbonne. Le premier d'entre eux, le Caveau des Lorientais, a ouvert en mai 1946 aux 5 rue des Carmes. En 1959, son roman « J'irai cracher sur vos tombes » est adapté au cinéma. Bien qu'en désaccord avec le producteur, il assiste à une projection privée le 23 juin 1959 au cinéma Marbeuf, près des Champs-Élysées. Ce soir-là, Boris Vian s'effondre, victime d'une crise cardiaque. On le sait, il était malade du cœur depuis son enfance. Il meurt à l'âge de 39 ans. C'est ici que notre balade littéraire dans Paris s'achève. J'espère que celle-ci vous invitera à lever les yeux de votre livre la prochaine fois que vous arpenterez les rues de la capitale. Car si la ville prend vie dans quelques-unes des plus belles pages de la littérature française, elle peut aussi faire revivre certains auteurs, au détour d'une rue ou d'une plaque.